Je vais vous parler aussi un peu d'architecture, évidemment, autour de ce PFL Art Lab, qui est une réalisation de construction récente, inaugurée en novembre dernier. C'est un projet architectural qu'on a réalisé avec l'architecte japonais Kengo Kuma, deuxième réalisation majeure japonaise sur ce campus lausannois, après le Rolex Learning Center réalisé par le duo Sejima Nishizawa, Sana. Mais je vais surtout vous parler évidemment de plus de programmes et de stratégies, donc du pourquoi de l'existence de ce bâtiment sur ce campus, de ce bâtiment culturel qui n'est pas exactement un musée, mais de l'existence de ce bâtiment culturel néanmoins sur un campus qui est complètement orienté technologie à la base. Donc voilà, on est sur l'écran. Voilà, donc cette réalisation, peut-être que certains parmi vous, en tout cas pour notre public local, a eu l'occasion de visiter ce Art Lab. Inauguré en novembre dernier, et c'est le résultat, ce projet de Kengo Kuma, d'un concours d'architecture qui avait été lancé en 2011 et qui visait à établir sur le campus de l'EPFL, sur une des dernières parcelles encore vides de ce campus, une grande place vide appelée Place Causandet, du nom du premier président de l'école fédéralisée à la fin des années 60. Grande place qui était extrêmement sous-utilisée sur ce campus, laissée vide pour accueillir 2-3 tentes de cirque par année, un peu notre plaine de plein palais à nous, en très gros. Cette place avait lancé un concours d'architecture pour y réaliser 3 pavillons culturels, ou plutôt des pavillons d'intersection entre les technologies du campus et des patrimoines culturels particuliers. Des projets extrêmement différents étaient rendus par rapport à ce brief, qui se proposait d'occuper l'ensemble de la place de manière extrêmement diverse. Le projet de Kengo Kuma qui a été retenu avait déjà pour lui une élégance qui le distinguait de la plupart des autres projets, une utilisation extrêmement simple de l'espace, extrêmement claire, simplement aligner ces 3 espaces pavillonnaires sous un seul toit unitaire de plus de 250 mètres de long, une forme extrêmement élégante et qui aussi nous permettait de créer un axe de circulation qui n'existait pas dans ce campus, dans une zone qui était très difficile à traverser à pied simplement auparavant. Et puis évidemment aussi un toit qui a un rôle symbolique d'union de disciplines a priori opposées, les sciences et les arts, sous un même toit. D'ailleurs, le projet était longtemps connu sous son nom de travail architectural qui était Under One Roof, sous un toit, sous un même toit, nom qu'on a fini aussi par changer comme un peu des expériences similaires à ce qui s'est passé avec le passage pôle muséal à plateforme 10 chez nos voisins lausannois. Voilà, donc ce projet, c'est vraiment 3 pavillons sous un toit, un bâtiment qui évite autant que possible d'être un monument posé sur ce campus, qui se veut aussi accessible que possible, aussi facile à traverser qu'à simplement longer, vraiment une promenade culturelle où on peut choisir de finalement de venir s'approprier ces contenus ou non. Et qui se distingue aussi par ces porches qui séparent ces espaces et qui permettent simplement, qui font du bâtiment aussi simplement un abri pour les gens qui vivent sur ce campus. Et puis aussi, un des grands buts de Kengo Kuma avec ce bâtiment, c'était aussi de rétablir un lien visuel entre ce campus qui a été extrêmement actif en termes de construction ces 10 à 15 dernières années, mais qui a construit beaucoup finalement vers l'intérieur. Et puis qui a eu tendance à oublier qu'il était en face d'une des plus magnifiques vues de Suisse ou d'Europe ou d'au-delà. Et Kengo Kuma tenait absolument à rétablir ce lien avec le lac Léman et à créer vraiment un lien visuel là. Un autre élément aussi qui est extrêmement important pour nous, au-delà finalement de créer des liens de circulation dans ce campus, je reviendrai évidemment sur les contenus du bâtiment tout à l'heure, c'était aussi de créer des points d'ancrage culturels sur ce campus, qui est en fait, aujourd'hui c'est un campus qui abrite en activité diurne environ 15 000 personnes. L'université de Lausanne voisine, elle doit être autour des 30 000 personnes. Ce duo, c'est en fait la deuxième ville de Suisse romande, du canton de Vaud,
derrière Lausanne et devant Yverdon quand elle est en mode d'activité diurne. Et puis simplement, dès que les cours se finissent, que les lumières s'éteignent dans les laboratoires, ça devient voilà, une de ces villes fantômes académiques qui flottent là en dehors du corps urbain et culturel lausannois qui est juste voisin. C'est le résultat d'une décision consciente qui avait été prise dans les années 60 d'établir ce campus aussi loin que possible de la ville. Les autorités lausannoises, en pleine phase mai 68, ne voulaient pas d'une grande concentration estudiantine en ville. Donc c'est ce terrain loin de Lausanne qui avait été à la base prévu pour accueillir un aéroport lausannois qui ne s'est jamais fait, a donc été utilisé pour l'université. Et puis simplement, maintenant 50 ans après, on sent encore cette distance avec la ville. Et pour un campus qui de plus en plus veut être un lieu de vie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y a une grande importance aussi d'avoir ce type de pôle culturel qui permet de traiter de thématiques proches du campus, mais aussi d'aller bien au-delà. Voilà. Voilà, c'est plus sympathique, disons, de sortir d'une bibliothèque à 10 heures le soir et de tomber sur ce genre d'espace que d'arpenter un campus complètement noir et déserté. Voilà. Je vous passe juste un tout petit film qui résume la composante architecturale du projet. Film qui a été réalisé pour l'inauguration du bâtiment. On a changé de président dans l'intervalle. この建物は270メーターの長さがあって、その長さによってキャンパスを一つにまとめることができて、キャンパスをもう一回湖とつなぎ直すっていう役割を持っているので、それがこの建物のアーバニズムにおける役割と言えますね。C'est hyper difficile de se mettre à côté du Rolex. Et là, il a trouvé une sorte d'équilibre que je trouve extraordinaire. Le principal défi a résidé dans la partie porteuse de la structure, puisqu'on a dû concilier deux matériaux totalement différents au niveau de la dilatation thermique, que sont l'acier et le bois. 木が一番ふさわしいと思ったんですね。っていうのは、木っていうのはやっぱり家にあるようなすごくヒューマンな優しい素材だし、それから人間っていうものと自然とっていうものを関係づけるような役割を果たしてくれると思ったので、最初から僕はこの建物は木でやるべきだというふうに考えたんですね。で、でも木を使うにあたっては僕ら普通の使い方をするんではなくて、普通の使い方をするとやっぱしなんかあまりにもノスタルジックになってしまう危険があったので。Voilà. Et puis passer surtout à la raison maintenant de l'existence de ce projet sur ce campus, qui est vraiment de donner une assise physique à des développements dans la recherche à l'EPFL, dans les domaines connexes entre culture et technologie, dans ce qu'on appelle les digital humanities, les humanités numériques. Et puis arriver après sur le détail des projets. Donc on l'a vu aussi dans les discussions qui sont tenues hier, il y a vraiment cette notion aujourd'hui du musée ou de l'institution culturelle en général comme dépositaire de bases de données culturelles qui ne peuvent que partiellement être activées dans les espaces physiques à disposition de ces institutions. Qui est une question à laquelle peut-être des institutions comme la nôtre peuvent apporter des éléments de réponse en mettant en jeu des éléments scientifiques et technologiques, surtout au niveau numérique. Donc on le voit aujourd'hui beaucoup, l'archive muséale physique est de plus en plus mise en scène, le Louvre-Lens, j'aurais aussi pu vous montrer les mêmes dispositifs au Broad Museum à Los Angeles et autres. C'est un élément qui est de plus en plus important. Il y a, on a vu aussi hier quelques images du Soane Museum à Londres, donc il y a vraiment une recrudescence quasiment en culte autour de ces espaces d'exposition qui vraiment jouent sur la collection comme une pléthore informationnelle qui est mise en scène ou qui est quasiment exagérée par la mise en scène. Où on retrouve aussi le double, voire triple hang, qui à nouveau se pratique aujourd'hui pour accommoder à nouveau de cette surenchère d'artefacts à disposition et qui doivent être montrés. On a aussi vu, par exemple, le palais encyclopédique de Marino Auriti
qui était finalement l'objet titre de la Biennale de Venise de 2013 de Massimiliano Gioni. À nouveau, c'est ces endroits où on veut tout montrer en même temps, quasiment, donc ces institutions totales. Biennale 2013 qui était intéressante aussi parce qu'elle ramenait aussi, elle sortait un peu de son carcan beaucoup d'œuvres liées à l'art brut. Et là aussi, par exemple, ces alignés de trains tokyoïtes d'Eijiro Miyama qui constituent là aussi finalement un travail sur l'abondance d'informations et aussi l'incapacité peut-être de filtrer cette information et ce désir de vouloir tout montrer tout le temps sur une seule surface. Donc ça, c'est des éléments qui sont des préoccupations des institutions muséales qui sont confrontées aussi de plus en plus à des publics qui appréhendent les artefacts qui sont montrés, qui sont montrables dans le cadre physique des institutions comme partie d'un ensemble d'informations culturelles beaucoup plus larges pour donner un accès plus vaste à ces collections. Évidemment, c'est là toute la mise en œuvre de solutions numériques dans les espaces d'exposition elles-mêmes. Donc on passe, toutes les institutions aujourd'hui font un travail sur la numérisation de leurs collections pour pouvoir avoir une plus grande partie de cet iceberg immergé que sont leurs collections à montrer dans leurs espaces physiques, et puis après un travail complémentaire de structuration par métadonnées pour rendre ces contenus réellement navigables, et un dernier travail sur les technologies réellement d'exposition, donc au niveau du design, du interaction design, du experience design, vraiment, de comment gérer ces flux d'informations additionnelles une fois qu'ils sont présents dans des salles d'exposition physique en équilibre avec les artefacts originaux qui continuent à être extrêmement populaires et vus. Voilà. Donc, les institutions culturelles, les musées tentent bien sûr de répondre à ces questions par elles-mêmes aussi en lançant leur propre programme. On a vu aussi l'émergence de toute une série de structures hybrides finalement qui viennent complémenter le travail des musées. Alors il y a des laboratoires corporate qui viennent s'insérer dans le travail de musées particuliers. Il y avait la collaboration de Dai Nippon Printing avec le Louvre, le travail que fait Samsung avec le British Museum, avec le Discovery Center, qui est un lieu destiné au public enfant, mais dont la recherche et les développements en termes de mobilisation numérique des collections du musée se répand ensuite peu à peu dans les zones tout public, adultes aussi du musée. Erasme à Lyon aussi, qui était un temps très étroitement lié aussi avec le projet des confluences. Des projets de recherche spécifiques qui sont conduits dans des institutions qui ouvrent leurs portes à des institutions de recherche. Donc, par exemple, à nouveau le Louvre et tout le travail sur le cheminement des visiteurs dans le musée qui avait été réalisé avec le Sensible Cities Lab du MIT. Et puis aussi des structures qui s'inspirent des incubateurs technologiques, des incubateurs à start-up, mais dans le monde des industries créatives et parfois en lien étroit avec des institutions muséales. Alors, par exemple, le New Ink qui a été développé par le New Museum new-yorkais et qui vraiment se présente un peu comme toute serre à start-up, avec ce genre de locaux, ce genre d'utilisation et d'activité, mais qui est développé en étroite collaboration avec le musée voisin, avec l'accès aux espaces, l'accès aux collections, l'accès à l'expertise commissariale aussi de l'institution, plus aussi dans le cas du New Museum aussi l'avantage de bénéficier de la présence de Rhizome, qui est une organisation qui a beaucoup fait pour théoriser et appliquer de nouvelles stratégies de conservation pour tout ce qui relève des arts numériques. Des modèles similaires aussi qui se développent, par exemple à San Francisco avec une initiative qui est partie de Suisse, Dart17, qui est abritée par SwissNext San Francisco, une antenne de promotion sciences et technologiques suisse, et puis qui se construit avec des partenaires extrêmement divers qui vont de Pro Helvetia, donc institution publique de soutien à la culture en Suisse, jusqu'à des programmes de type engagement Migros ou des sociétés de game development.
Voilà. Et puis encore, évidemment, il y a tous les programmes de recherche aussi, par exemple les programmes de recherche européens comme le START, Science and Technology and the Arts, coordonnés par plusieurs institutions en Europe. Le PFL y participe aussi. L'IRCAM à Paris est un grand partenaire ici. Donc il y a vraiment toute une diversité, sans parler encore de tout ce que fait Google avec le Google Arts and Culture, le Google Cultural Institute et puis le laboratoire Google qui fait partie de cet institut culturel, où on retrouve des éléments qui sont clés pour nous aussi. Google ne fait pas que du walkthrough de galeries ou de la reproduction à très haute définition d'œuvres d'art. Il y a vraiment un travail conséquent qui est fait sur la numérisation du patrimoine culturel, son organisation, donc sa structuration par l'insertion de métadonnées, et puis finalement la question, ce que Google appelle le publishing, donc la publication, la diffusion, parfois aussi l'exposition physique ou pas de ces contenus culturels. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez nous. Par contre, dans les institutions académiques, on constatait, en tout cas au moment de lancer ce projet qui est aujourd'hui ArtLab, qu'il y avait finalement relativement peu de structures, même si des programmes expérimentaux interfaçant les arts et les technologies existaient, ACT ou CAST, deux programmes qui sont abrités par le MIT, il y avait très peu d'espaces d'exposition qui leur permettaient de tester leurs recherches avec le concours d'un public aussi. Donc c'est pour ça que pour nous, on a décidé de lancer ce bâtiment ArtLab pour donner une assise physique à la recherche qu'on peut faire sur ces interfaces art-technologie, parce qu'on avait le sentiment que si on n'avait pas d'espace public dans lequel on pouvait inviter un public large et divers et recueillir son feedback sur nos recherches sur le patrimoine culturel, on allait un peu tourner dans le vide. Et cet espace public, alors qui contribue aussi évidemment à animer la vie du campus, c'est un espace qu'on situe quelque part en amont, ou en tout cas en parallèle des institutions culturelles classiques. On n'est pas là pour leur faire concurrence, on n'est pas là non plus pour leur donner des leçons technophiles, on est là pour vraiment servir de laboratoire à exposition et à expérimentation diverses autour des patrimoines culturels, dans le cadre d'une institution de recherche qui a pour mission fondamentale la recherche, qui est relativement douée aussi pour trouver des fonds qui permettent de faire ces recherches. Et puis vraiment dans un cadre aussi où on peut se permettre de parfois faire des erreurs, mais aussi de trouver quelques solutions intéressantes qui resteront chez nous à un niveau expérimental, mais qui, on l'espère, pourront être intéressantes pour des institutions culturelles plus classiques qui souhaiteraient les mettre à l'échelle de leur collection, de leur public, de leur bâtiment physique aussi. Voilà. Donc pour revenir maintenant sur les contenus de ce bâtiment et de ces 3 pavillons, il y a vraiment 3 lieux distincts ici qui travaillent tous autour de patrimoine culturel distincts qui vont d'archives audiovisuelles musicales jusqu'à des collections d'art visuel, des collections de type muséal, en passant par des villes entières, comme avec le projet Venice Time Machine. Je vais revenir dessus dans un tout petit instant. Exactement. La constante, évidemment, c'est qu'à chaque fois, on travaille sur des problématiques de numérisation des contenus culturels, sur des problématiques d'organisation de ces contenus. Il ne suffit pas de créer un corpus numérique, il faut encore le rendre navigable. Il faut, par l'insertion de métadonnées, permettre à un public de poser des questions de plus en plus complexes aussi à ces contenus. Et puis, il y a l'étape de restitution, c'est ce que Google nomme le publishing aussi. Donc, toutes les stratégies d'exposition sous des formes extrêmement diverses de ces patrimoines numérisés et organisés. Les travaux, et je vais évidemment le faire rapidement, les sujets auxquels on s'intéresse. Alors, on a un premier espace qui est un Montreux Jazz Café. Pourquoi un café? C'est avant tout parce que le festival de jazz de Montreux, avec lequel nous collaborons, n'a le droit de montrer l'entièreté de ses archives de concerts que dans ses espaces Food and Beverage Montreux Jazz Café. Mais c'est aussi l'opportunité pour nous de créer un lieu de vie supplémentaire dans un endroit sur le campus qui en manquait. Mais c'est un lieu qui, avant tout, est là pour nous permettre d'exposer
ces archives que nous avons numérisées. Le Festival de Montreux a cette particularité que sur 50 ans d'histoire, il a filmé et enregistré la quasi-totalité des concerts qui s'y sont donnés. Il n'y a pas d'institution comparable, de festival ou de club de jazz ou autres, qui ont fait un travail de documentation aussi conséquent. Ces 50 ans de concerts, jusqu'à il y a une dizaine d'années en arrière, ils étaient conservés en format physique dans le chalet du fondateur du festival, Claude Nobs, qui avait un compactus relativement décent. Mais tout le monde disait à Claude Nobs, écoute, si ton chalet crame, tout ça, c'est perdu. Alors le PFL a repris ses archives il y a 10 ans en arrière pour en accomplir la numérisation, en assurer donc la préservation, mais aussi extraire de ces bandes des informations qui n'y étaient pas peut-être complètement apparentes. Et on continue à travailler sur ce matériau en y rajoutant constamment des métadonnées complémentaires qui vous permettent de naviguer dans cette archive de manière bien plus subtile que de simplement choisir une année de concert, un artiste ou un morceau particulier. Et puis, évidemment, là se posait la question aussi de dire, bon, c'est sympa de faire ce travail de numérisation et de structuration de l'archive, mais il faudrait aussi pouvoir recréer une expérience collective autour de ces concerts et pas simplement faire ce travail dans une cave de l'EPFL entre deux tours de serveurs. Donc, c'est poser la question de quel type d'espace physique pouvait accueillir à nouveau une expérience collective autour de ces concerts, quel type d'immersion était possible au niveau de l'image, quel type d'immersion était possible au niveau du son. Donc, on a développé cet espace immersif expérimental avec notre laboratoire commun avec l'école d'art et de design de Lausanne, l'ECAL, EPFL plus ECAL Lab, avec laquelle on a réalisé cette structure immersive qui est contenue dans le pavillon, qui permet vraiment de se rapprocher de ces concerts et qui nous permet aussi de mettre en jeu diverses recherches du campus qui ont une portée plus large, mais qu'on applique ici à un matériau culturel particulier, notamment des techniques aussi de tridimensionnalisation du son qui nous permettent de non seulement rediffuser ces concerts, mais de les rediffuser en donnant l'impression d'être dans la salle où ils se sont déroulés, etc. Donc c'est des technologies qui peuvent s'appliquer ensuite à beaucoup d'autres domaines, notamment nous ramener vers l'architecture. Un deuxième espace d'exposition, c'est le Data Square. Ici, on est dans une logique complètement différente. C'est plus une logique de petit musée de la science, ouais. Qui est là en fait pour présenter deux projets scientifiques de Big Data. Donc là, on expose vraiment ces deux projets dans toute leur profondeur. On les présente parce qu'ils ont à nouveau ce lien avec le reste du bâtiment, parce que leur défi est justement dans la numérisation de masses complexes d'informations, de modélisation de cette information, et puis de créer des modèles qui nous permettent de naviguer cette information. Ces deux projets, il y en a un tout particulièrement qui est certainement intéressant pour vous, c'est le Venice Time Machine, qui est notre projet de modélisation numérique de la ville de Venise dans son entier, en se basant sur une numérisation de masse des archives d'État de la ville de Venise, qui est vraiment la mère de toutes les archives occidentales, plus de 80 km de documents manuscrits à scanner, etc. Ça comprend une quantité de défis sur lesquels je vais devoir passer ici pour en venir rapidement aussi à notre dernier pavillon, donc qui est le cœur du bâtiment, qui est l'espace le plus actif, qui vit à raison de 2 expositions principales par année, plus des programmes interstitiels, des programmes d'été, etc. Une grande galerie d'exposition de 650 mètres carrés, qui n'accueille que des programmes temporaires, que des programmes expérimentaux, qui fonctionnent donc comme une Kunsthalle orientée technologie, et qui est là dédiée au travail qu'on peut faire dans le domaine des arts visuels. Première exposition qui a été réalisée, montrée de novembre dernier jusqu'à ce dernier mois d'avril, en collaboration avec la Fondation Gandur pour l'art. C'est une exposition sur les outres noirs de Pierre Soulages. Donc Soulages qui avait opéré un tournant à la fin des années 70 pour vraiment se consacrer à ce pigment extrêmement profond qu'il nommait outre noir, supposément à la fin de la lumière, à la fin de la couleur, mais qui est évidemment d'une complexité beaucoup plus grande qui ne le laisse apparaître et qui entretient notamment des liens extrêmement complexes avec la lumière. Donc là, toute la mission pour nos laboratoires, c'était de révéler un peu cette complexité par rapport de cette peinture et de ces toiles en travaillant sur les sujets de fond qui sont les nôtres. Donc à nouveau, ces étapes de numérisation, organisation et exposition. C'est extrêmement difficile, par exemple, de faire une acquisition numérique correcte ou qui rend en tout cas honneur au tableau dans le cas d'un peintre qui peint noir sur noir, de traiter ces tableaux
de travailler aussi sur le mobilier d'exposition et sur vraiment véhiculer par exemple les thématiques essentielles de l'exposition, comme on l'a vu hier aussi, essayer des alternatives aux grands textes thématiques et biographiques qui ouvrent les expositions, par exemple en passant par des modèles de réalité virtuelle. Scanning multispectral des tableaux, conversion des datas pour en faire des objets à nouveau liés à l'œuvre elle-même. Et je vais m'interrompre là, je suis désolé. Mais voilà, mais simplement donc un travail constant d'expérimentation qui est fait dans ces espaces, qui n'est pas là pour fournir ou pour asséner des solutions toutes faites au musée. C'est plus un espace d'expérimentation qui est là pour prendre peut-être un peu d'avance sur des expériences qui sont plus difficiles à faire dans les institutions classiques, mais cet espace a aussi besoin du retour de ces institutions classiques au niveau de l'expérience avec des collections, au niveau de l'expérience avec des publics. C'est évidemment des interactions que nous avons déjà, à commencer par nos voisins les plus proches, Plateforme 10 à Lausanne, mais c'est aussi des interactions que nous souhaitons avoir avec tout musée, présent aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à consulter de plus près ce projet. Voilà, merci. Merci beaucoup.